Et voilà, encore raté. Je m'étais pourtant promis de manger plus sainement et surtout de faire une croix sur les chips. Mais une fois devant la télé, l'envie de chips est plus forte que toutes les bonnes résolutions. Pourquoi est-il donc si difficile de venir à bout de cette vilaine habitude ? À l'hôpital universitaire de Lübeck, le professeur Thomas Munthe étudie la zone du cerveau où se cachent nos habitudes. C'est cette zone qui est à l'origine de notre fameux petit démon intérieur. En clair, de nos habitudes, notamment les mauvaises. Pour comprendre ce que sont les habitudes, il faut savoir que notre cerveau évolue au cours de la vie entière. Tout ce que nous faisons et apprenons laisse des traces à l'intérieur du cerveau. Et nos habitudes aussi. De nouvelles cellules nerveuses et de nouvelles combinaisons se forment. Les voies nerveuses sont d'autant plus solides que nous répétons les mêmes actes encore et encore. Cette personne a pour mission d'intégrer une nouvelle habitude. Alors qu'elle est allongée à l'intérieur de l'IRM, les chercheurs lui montrent des cartes de jeu à travers des lunettes spéciales. À chaque carte, elle doit appuyer sur un bouton précis. Elle obtient alors une récompense sous forme de confiserie et de chips. D'abord virtuelle, puis bien réelle. Le processus est répété 1 heure par jour, et ce pendant 3 jours. Le 4e jour, la personne ne reçoit plus de récompense, mais continue quand même à presser les boutons. Elle a développé une habitude. Une habitude que les chercheurs peuvent distinguer à l'intérieur de son cerveau. Lorsque la personne appuie sur des boutons par pure habitude, sans récompense à la clé, cette zone du cerveau s'active. C'est le repère de ce qu'on peut appeler notre petit démon intérieur. C'est donc ça, le cerveau a associé la télé au fait de manger des chips. Et il en a fait une habitude. Malheureusement, les fruits ne font pas partie de cette programmation. C'est fou les choses que l'on peut faire de façon automatique parce qu'on en a l'habitude. Par exemple, je peux taper des SMS tout en faisant autre chose. Les habitudes sont importantes, car elles délestent notre cerveau. Revers de la médaille, difficile de s'en débarrasser. Tout simplement parce que les habitudes sont liées aux émotions. Le délicieux chocolat offert par maman. Voilà un souvenir agréable qui déclenche une sensation immédiate de bien-être. Il y a aussi les fêtes entre amis, le bon vieux temps, dont le souvenir est étroitement associé à la cigarette. C'est justement dans la zone où surgissent ces sensations agréables à l'intérieur de notre cerveau que se terre le fameux petit démon intérieur, le centre de récompense. Il s'active à la simple vue d'une cigarette ou de chocolat. Un neurotransmetteur est alors libéré, la dopamine, la substance à l'origine de la sensation de bien-être. Plus étonnant encore, le système de récompense est encore plus actif dans l'anticipation que lors de la dégustation elle-même. Son adversaire, c'est le centre de contrôle, ici en bleu et rouge. Il se trouve au même endroit que la pensée consciente, au niveau du lobe frontal, la partie la plus jeune du cerveau du point de vue évolutif. Le centre de contrôle a fort à faire pour contrer nos habitudes. Celles-ci sont en effet ancrées dans la partie la plus profonde, la plus ancienne de notre cerveau. Elles ne sont pas conscientes et n'en sont donc que plus difficiles à maîtriser. Mais si on peut entraîner le cerveau à acquérir de nouvelles habitudes, ça veut dire qu'il est possible de remplacer les vieilles habitudes. Je vais courir, tu viens? Vaincre son petit démon intérieur, c'est donc bel et bien possible. Nous sommes venus chercher conseil auprès d'un spécialiste. Monsieur Friedrich, comment on se salue? On ferme le poing et on place l'autre main par-dessus, le tout devant le cœur, et on se regarde. Le yin et le yang sont réunis. Monsieur Friedrich est professeur de tai chi. Il va nous expliquer le mode de vie et de réflexion en vigueur en Extrême-Orient. Est-ce que les Asiatiques ont une façon différente de gérer leur démon intérieur? Je crois qu'ils n'ont tout simplement pas cette drôle de petite bête. C'est simple, tout mouvement leur procure de la joie. Quelles sont les règles de base que l'on peut observer pour vivre plus sereinement?
On peut par exemple commencer par la station assise. Il faut se sentir parfaitement bien dans cette position. Ensuite, on imprime une petite impulsion vers le haut. Il faut être bien enraciné, bien ancré au sol au niveau des pieds et tirer la tête vers le haut, en direction du ciel. La colonne vertébrale prend alors une position naturelle qui induit un état d'esprit différent. On peut maintenant enchaîner sur un mouvement plus classique. On place les bras de cette façon, pas trop haut, les coudes doivent pendre. On le fait par exemple quand on est debout. Lorsqu'on est habitué, on peut tenir la position pendant 30 minutes, ce qui est très long. Qu'est-ce que ces exercices vont changer à notre comportement au quotidien? Quand on pratique ces exercices régulièrement, on se retrouve avec une sorte de réserve dans laquelle on peut aller piocher en fonction de ses besoins. Par exemple là, je sens que ma colonne vertébrale a besoin d'une position dressée et non relâchée. Cela permet, comme je le dis souvent, de sortir de ses propres sentiers battus. Intégrer ces petits exercices à son quotidien peut avoir de nombreux effets bénéfiques. Comment le tai chi nous aide à éviter, voire à supprimer le stress? Le fait d'effectuer ces mouvements très lentement contribue à éliminer les tensions. Le stress, ce n'est rien d'autre qu'un surplus de pression. Comme une cocotte minute, le système nerveux est en surcharge. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est faire baisser cette pression. Si je comprends bien, les bonnes résolutions, c'est aussi de la pression. En quelque sorte. Avant de jeter nos bonnes résolutions aux orties sans culpabiliser, voyons un peu quelles sont leurs origines. À l'origine des bonnes résolutions, il y a peut-être ce qui a valu à l'homme son renvoi du paradis, le péché. La première piste remonte jusqu'au judaïsme. L'homme doit vivre dans le respect des 10 commandements. Mais le peuple juif ne parvient pas à s'y tenir. Alors, une fois l'an, chaque croyant doit admettre ses péchés. Un bélier portant tous les péchés est envoyé dans le désert. Une bonne résolution avant l'heure? Poursuivons nos recherches. L'indice suivant se trouve cette fois au cœur de la chrétienté. Les chrétiens ressentent eux aussi le besoin de se laver de leurs péchés. Pour cela, ils instaurent le baptême. Chaque chrétien baptisé promet de combattre le mal. Mais malgré cette résolution, l'homme recommence à pécher. Pour que chaque chrétien puisse se débarrasser de ses péchés, l'Église invente cette fois la confession. Les croyants doivent reconnaître leurs fautes en public et faire pénitence. La confession se tient chaque année à Pâques. Dans certaines régions, elle marque même le début de l'année religieuse. Mais depuis l'époque de la Rome antique, une autre date marque également le début de l'année, le 1er janvier. Seulement, au lieu de se repentir, les gens le célèbrent avec force beuverie, oracles et déguisements. Des coutumes païennes pour un début d'année païen, c'en est trop pour le pape Zacharie qui, au 8e siècle, délivre une ordonnance interdisant ces pratiques dissolues. Mais le peuple ne s'en soucie guère. Il préfère aller à la fête qu'à confesse. De son côté, Martin Luther prend ses distances vis-à-vis de la confession. Il estime qu'aucun prêtre ne peut pardonner les péchés, seulement Dieu. Les protestants sont davantage livrés à eux-mêmes. Chez eux, la conscience individuelle joue donc un rôle prépondérant. Martin Luther aurait-il ainsi posé les bases du concept de bonne résolution? En 1538, il écrit « Une bonne résolution consiste à rejeter le péché, même si celui-ci est fermement ancré dans la chair. » En revanche, pour Luther, les bonnes résolutions ne se prennent pas seulement à chaque nouvel an. C'est un siècle plus tard que cette occasion va se présenter, suite aux 5 séismes qui secouent la ville de Zurich en 1650. Pour les conseillers municipaux, il s'agit là d'une intervention divine visant à punir les pécheurs. Ils appellent les citoyens à accueillir la nouvelle année par le jeûne, la prière et la pénitence, et non plus par les festoiements.
Malgré ces avertissements, les festivités survivent à plusieurs siècles. Pour contrer ces coutumes païennes, un groupe de protestants décide de développer un nouveau concept, les serments de la nouvelle année. Le soir du réveillon 1854, une enseignante puritaine d'Amérique du Nord écrit dans son journal « Au cours de l'année qui vient, je ne céderai pas à l'appel du plaisir. Au lieu de cela, je tenterai, toujours dans l'amour de Dieu, de vaincre mes faiblesses et de développer les forces dont il m'a fait cadeau, et chercherai chaque jour à me rendre utile auprès de mon prochain. » C'est au début du XXe siècle que notre actuelle coutume de prendre des bonnes résolutions à la nouvelle année se serait imposée. Une coutume qui n'a aujourd'hui plus grand-chose à voir avec la religion. On va continuer nos exercices. D'abord, on joint les pieds, on salue une nouvelle fois. Puis, on regarde tous dans la même direction. On écarte les pieds à la largeur des hanches, pieds bien parallèles. On pivote le pied gauche à 45 degrés. L'autre s'avance comme sur un rail. On ajoute un mouvement du bras. La main se place devant le visage, comme pour le protéger. On commence par repousser la main vers le bas, puis le bras tourne et revient en position de départ. Maintenant vers l'avant, comme si on enlevait un gant. On recule et on repousse. On marque une petite pause. Je vais corriger votre position. Très bien. Détendez les épaules. Très relâché, mais bien ouvert. Un peu plus d'espace ici. Ça a l'air facile comme ça parce que les gestes sont lents. Mais en fait, c'est assez difficile. Je dirais même que c'est fatigant. Et plus on part avec l'impression qu'on n'y arrivera jamais, plus l'expérience se révèle positive une fois qu'on a surmonté les obstacles. Obtenir de bons résultats, c'est crucial. Surtout pour les futures bonnes résolutions qu'on ne manquera pas de prendre par la suite. Quels objectifs peut-on atteindre? Cela dépend surtout de la confiance que l'on a en ses propres capacités. C'est donc avant tout une question d'estime de soi. Quand on a tendance à partir perdant, difficile de repousser ses limites. Heureusement, la confiance en soi, ça se travaille. Et ce, dès le plus jeune âge. L'important, ce n'est pas le fait de recevoir une barbe à papa, mais les efforts déployés pour y parvenir. Il est donc préférable que l'enfant aille acheter lui-même sa barbe à papa. Pas facile, c'est vrai, mais c'est l'occasion d'apprendre qu'en se jetant à l'eau, il peut avoir une influence sur ce qui se passe. Voilà une excellente expérience du succès. Une condition indispensable pour avoir envie de repousser ses limites toujours un peu plus loin. Mais attention, chaque tentative n'est pas forcément couronnée de succès. Parfois, l'objectif, par exemple maîtriser le patin à glace, peut sembler impossible à atteindre. Il est alors tentant de tout laisser tomber, quitte à sacrifier une bonne partie de son estime de soi. Mais on peut aussi apprendre des autres, par exemple de ceux qui ont déjà atteint l'objectif tant convoité. Il suffit alors de se dire, s'il y est arrivé, pourquoi pas moi? Et plus ce modèle de réussite nous ressemble, mieux cela fonctionne. L'idéal, c'est que le patineur émérite soit un ami du même âge, incapable de patiner un an plus tôt et qui au bout de quelques semaines est parfaitement à l'aise sur des patins. On peut donc augmenter son estime de soi rien qu'en observant une autre personne. La confiance en ses propres capacités à changer les choses grimpe en flèche. Malgré ça, les doutes peuvent revenir à toute vitesse. Soudain, on ne se sent plus capable de surmonter ses angoisses. Dans ce cas, quelques encouragements peuvent suffire.
L'interlocuteur rassure, insiste sur le fait qu'avec quelques efforts, tout est possible. Et plus on a de respect pour cette personne, plus son intervention est efficace. Les encouragements contribuent donc à croire en soi et en sa propre influence sur la situation. Ils permettent de gravir les échelons de la confiance en soi. Mais il arrive qu'en cas de nervosité excessive, on perde tous ses moyens. Exemple typique, depuis le public, contempler la scène n'a rien de bien angoissant. Mais quand il faut y aller, la perspective est très différente. Le cœur bat la chamade et on a la conviction qu'on va forcément se rendre ridicule. Il faut au contraire se convaincre que la nervosité n'est pas synonyme de mauvaise performance. Elle signifie tout simplement que l'on est en état d'éveil total, ce qui peut avoir des conséquences positives. Le maître mot, garder son calme. Expérience positive, modèle, encouragement et un calme à toute épreuve, des arguments massus pour se forger une belle estime de soi. Alors moi, je veux bien promettre de faire chaque matin une demi-heure de tai chi, mais à une condition, Janine. Il va falloir que tu me rappelles tous les jours que je dois faire bien sagement mes exercices. Oui, mais non. Un peu de bonne volonté, ça ne peut pas te faire de mal. Pour ça, il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire. À quoi sert cet exercice? Nous venons de réaliser des exercices individuels. Après le pang, le lu, le détournement. C'est un exercice que l'on peut pratiquer à deux. Il consiste à pousser avec les mains. En exerçant une pression de quelque nature qu'elle soit, ici en poussant, on tente d'absorber l'énergie, on recule et on détourne. Il ne faut pas répondre à la pression par la force, mais la laisser pénétrer dans tout le corps. Pousse! Allez, pousse! Mais je pousse! Et on détourne. J'imagine facilement que ce genre d'exercice doit être d'une grande aide en matière de relations humaines. Pour la communication avec l'entourage, par exemple, non? Absolument. Absorber l'énergie et se préserver, c'est bien mieux que résister à tout prix et se tordre dans tous les sens. Il faut savoir se laisser porter par le mouvement et trouver le bon équilibre. Pour au final être celui qui reste debout. C'est ça. Ce qu'il y a de bien quand on travaille à deux, c'est que c'est plus motivant car on se sent moins seul. Mais les exercices eux-mêmes renforcent la persévérance. C'est bien ça? Tout à fait. On est mieux ancré, mieux enraciné. Les jambes deviennent plus toniques et le haut du corps s'ouvre. C'est agréable de travailler à deux, mais réaliser les mouvements seuls dans la nature permet de se sentir relié au monde qui nous entoure. À la 3e place du classement de nos bonnes résolutions, en Allemagne, il y a justement bouger davantage. C'est une excellente résolution, c'est sûr. Mais pour certains, difficile de renoncer au confort du canapé et au paquet de chips du dimanche soir, sans parler de trouver du plaisir dans le sport. Par chance, quelques petites astuces permettent de changer les choses tout en s'amusant. Avant, Martin était un nageur de haut niveau. Aujourd'hui, sa seule activité physique consiste à soulever ses dossiers. Martin a obtenu une promotion, il est noyé sous le travail. Avec mon nouveau poste, je passe beaucoup plus de temps au travail. Mais là, j'en ai assez, je veux lever le pied. Même mes collègues me disent qu'il faut que je travaille moins. Ma bonne résolution, c'est donc de faire plus de sport et de bouger davantage. Et pour cela, Martin a tout prévu. Sauf qu'au final, le voilà revenu à la case départ, son bureau. Martin est donc allé chercher de l'aide sur un site de coaching. Le programme a été développé par une psychologue, Sonia Lipke. Elle souhaite aider les gens comme Martin à concrétiser leurs bonnes résolutions. L'important quand on se lance, c'est de garder son objectif bien en vue.
Il faut tout planifier et bien réfléchir aux dates, aux horaires et à la durée des séances. Concrètement, il faut aussi décider de l'activité qu'on va choisir, que ce soit la marche à pied ou le sport en salle. En somme, pour venir à bout du petit démon de la paresse, une règle d'or, formuler ses objectifs et les modes d'action. Le coach de Martin lui propose donc un objectif, 220 minutes d'activité physique par semaine. Étape suivante, la mise en place d'un planning. Martin inscrit donc quand, où et avec qui il souhaite faire de l'exercice. L'objectif est fixé, le planning accroché bien en évidence. Mais Martin, lui, ne bouge toujours pas. Plusieurs fois, le travail s'est mis en travers du chemin, c'est vrai. Mais je ne suis pas entièrement innocent. Il m'est arrivé de prétexter qu'il avait plus 3 gouttes pour ne pas aller faire de jogging. Tout le monde connaît ce genre de difficultés. Il faut donc les planifier et ne pas se contenter de prévoir quand, où et comment on va faire du sport, mais également anticiper ce qui pourrait venir contrecarrer notre plan et comment contourner l'obstacle. Par exemple, pour la météo, on peut envisager un sport en salle en guise d'alternative. Pour faire bisquer notre petit démon intérieur, il suffit donc d'anticiper les difficultés et de prévoir comment les surmonter. Martin, lui, a décidé d'aller à la piscine en cas d'intempérie. Mais certains imprévus sont impossibles à anticiper. On ne peut pas se concentrer sur la natation. Il faut tout le temps contourner les enfants ou les personnes âgées. Évidemment, je peux bouger dans l'eau, mais ça n'a rien d'amusant. Il faudrait des lignes séparées. Pas amusant? Voilà qui est regrettable, car la 3e règle d'or, c'est qu'il faut s'amuser quand on fait du sport. C'est le seul moyen de tenir sur la durée. Pour cela, notre experte a prévu du renfort. Il y a plusieurs façons d'obtenir un soutien social. Il peut s'agir par exemple d'une personne qui essaie une activité qu'elle n'aurait pas osé pratiquer autrement. Cela peut également être un réconfort oral. Par exemple, « Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi ». Cela peut aussi être le fait de pratiquer un sport à plusieurs, ce qui permet de s'amuser davantage et également de savoir que si on saute la séance prévue, il faudra affronter les questions le lendemain. Et donc, règle numéro 4, s'entraîner à plusieurs. Pour se motiver, Martin a décidé de s'inscrire à une séance de jogging collectif. Voilà maintenant 2 mois que Martin a repris l'exercice. Même s'il a sauté quelques séances, les premiers résultats sont encourageants. Je dirais que sur une échelle de 6, j'en suis au 2e échelon. Et Martin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour entretenir sa motivation, il s'est offert une petite récompense. Un vélo de course. Voilà une règle que Martin a beaucoup appréciée et qui a porté le coup de grâce au petit démon de la paresse qui sommeillait jadis en lui. Pour tenir ces bonnes résolutions, il est donc important de s'amuser. Et deuxième chose à retenir, éviter de vouloir d'entrée de jeu gravir l'Everest sans oxygène. Ça risque de faire beaucoup d'un seul coup. Oui, il faut savoir rester raisonnable et surtout réaliste. Et le mieux quand on veut mener un projet à bien, c'est d'en parler à tous ses amis afin qu'ils posent régulièrement des questions sur son avancement.